Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de la Chambre L. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite introduction sur le gros chapitre qu'on va ouvrir et qui va occuper le reste de la chaîne. En effet, tout ce que je vous ai expliqué jusque maintenant, c'est un petit peu le b.a.-ba, les fondements. À savoir que pour pouvoir former un couple, il faut d'abord être bien avec soi-même, se sentir épanoui et se comprendre, pour pouvoir reconnaître à l'autre une certaine valeur humaine et pouvoir être à son écoute. On s'est penché sur ce qu'était un couple et ce qu'on est censé y trouver. Donc, pour ce faire, on a réfléchi à qui on rencontre et pourquoi on le rencontre, ce qui nous pousse à vouloir nous mettre en couple avec quelqu'un. Et on s'est intéressé à différents états, à savoir le début de vie du couple, donc comment on appréhende l'autre, comment on commence à vivre le pré-couple, la notion de vanille, et en sortir. Et c'est ici que je voudrais bien faire un gros apartheid, si je puis dire ainsi, avec cette introduction. En effet, on peut être heureux dans un couple vanille. Il y a des gens qui n'ont pas envie, qui n'ont pas besoin d'érotiser leur quotidien et qui sont juste très heureux dans une vie à deux basée sur le fait que chacun fasse ce qu'il a envie de faire et d'avoir des moments intimes à des moments, on va dire, classiques et basés sur l'envie mutuelle. On a admis que certaines personnes veulent justement autre chose que ça, et c'est ce qui nous a permis de parler du kinky. Dans le kinky, on a bien expliqué que il y a 3 grandes étapes, à savoir, état serait même peut-être le meilleur mot, à savoir le jeu, le roleplay et l'érotisation du quotidien. On n'est pas obligé de tout faire, tout comme on peut tout cumuler, bien entendu. Évidemment, on peut être à la fois vanille et un peu kinky, tout comme on peut être totalement kinky et laisser la vanille pour les autres. C'est une question de choix. Ça, c'est chacun qui a besoin de savoir en lui-même et avec son partenaire à quel point on veut autre chose pour le couple que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et ça, c'est basé sur nos propres envies, mais également sur les envies de notre partenaire, on est bien d'accord. Et la grande question que je voulais aborder avec vous, c'est il se passe quoi après le kinky? Parce que quand on a établi qu'on voulait faire du jeu, qu'on voulait faire du roleplay, ou qu'on voulait juste érotiser le quotidien ou tout faire, il arrive un moment où on a un petit bout de trop peu, parce que soit on est très bien dans nos rôles et on a envie que ça perdure sans avoir à revenir constamment sur certains points, soit on veut plus que ça. Évidemment, on peut aussi vouloir moins et revenir à un état plus doux, plus tranquille. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qui a déjà été dit, ce serait stupide. On va continuer à avancer, parce que si vous écoutez ces podcasts, c'est que vous avez un goût de trop peu et vous voulez continuer à érotiser votre couple et continuer à vous épanouir vous-même. Donc, il se passe quoi après le kinky quand on estime en avoir fait le tour? Et c'est là le gros propos de cette introduction que je voulais faire. Après le kinky, il y a ce qui s'appelle une relation établie, c'est-à-dire une relation DS. Je me dois d'expliquer ce que c'est, parce que sans quoi on va très vite se retrouver perdu dans la suite des propos. Qu'est-ce qui différencie une relation vanille d'une relation kinky? C'est simple. Dans une relation vanille, il se passe rien tant que les deux n'ont pas envie. Si l'un des deux dit non, quelle que soit l'activité qui est proposée, il n'y a pas vraiment de frustration ou de choses négatives, c'est juste repoussé à plus tard, jusqu'à ce que les deux aient envie que quelque chose se passe. Dans une relation kinky, on provoque l'autre, mais il y a toujours cette notion de découvrir,
d'expérimenter et de tester les rôles, les jeux, les activités. Quand on estime en avoir fait le tour, c'est qu'on a fait un grand panel de jeux, qu'on a tenu un grand panel de rôles, et qu'à un moment ou à un autre, soit on a un rôle qui nous tient et dans lequel on se sent bien, soit on a besoin que l'autre soit beaucoup plus créatif et ait plus de liberté. Et c'est ce qui différencie une relation kinky d'une relation DS, c'est que dans une relation DS, on va justement donner le pouvoir à l'autre d'être pleinement et inconditionnellement ce qu'il a envie d'être, et accessoirement, nous, on va prendre le pouvoir d'être qui on veut être et de l'assumer pleinement. Alors, on l'a dit, une relation kinky, l'idéal, c'est qu'elle se vive le plus longtemps possible sur la durée, mais également à chaque fois qu'on est avec son partenaire. Une relation DS, donc donner le pouvoir à l'autre, c'est le prolongement du kinky. Donc, objectivement parlant, il faudrait pouvoir garder ce rôle aussi le plus longtemps possible. Mais la relation DS implique plus de choses que la relation kinky. En effet, dans une relation DS, on retrouve 3 états également qui vont définir ce qui va se passer et comment ça va se passer, l'espèce de degré et d'intensité. Alors, s'il y a une évolution de vanille à kinky et de kinky à DS, il serait totalement faux de dire qu'il y a une évolution dans la relation DS. Ou, je raconte n'importe quoi, si, il pourrait y en avoir une et une seule. J'explique. On retrouve 3 états dans la relation DS. Soit vous êtes un non-dominant qui va aller avec un non-soumis, et accessoirement un non-soumis qui va être épanoui avec un non-dominant, un dominant qui va s'épanouir avec une personne dite soumise, et accessoirement une personne soumise qui va s'épanouir avec une personne dominante, ou vous êtes un maître qui va s'épanouir avec une personne dite esclave. Et accessoirement, si vous êtes esclave, vous allez vous épanouir avec un maître. Là où il y a une évolution, c'est qu'on peut éventuellement passer de non-soumis à une relation dominant-soumis ou maître-esclave. Et donc de non-dominant à dominant-soumis ou maître-esclave. Mais ça, c'est une question de confiance. Par contre, passer d'une relation dominant-soumis à une relation maître-esclave, j'ai énormément de doutes que ça puisse réellement se faire avec le consentement des 2 partenaires et prétendre qu'on peut former une personne dite soumise à devenir une personne dite esclave. J'explique. Dans une relation non dominant, non soumis, c'est le non soumis qui va établir les différents scénarios, ce qui va se passer, les pratiques qui vont avoir lieu, et qui va les donner au non dominant, qui va les appliquer. On reste donc relativement proche du kinky, où les 2 partenaires vont préparer ce qui va se passer et expérimenter les choses. Dans une relation dominant-soumis, la personne qui est soumise va expliquer le plus clairement possible au dominant quels sont ses fantasmes à lui, donc à la personne soumise, et le dominant va recevoir le droit de les mettre en scène et de puiser dans chacun des éléments des envies de la personne soumise pour construire des scénarios. Dans une relation maître-esclave, c'est l'esclave qui donne au maître le pouvoir de choisir dans ses scénarios à lui, donc au maître, pour les mettre en scène, pour que l'esclave puisse les vivre. Et donc c'est une question de psychologie. Mais derrière ça, il y a également un autre état qui est intimement lié à chacune de ces 3 relations, c'est le besoin affectif et psychologique qui est lié. Ainsi, une personne qui est dite non dominante, non soumise, ne cherche pas à avoir du pouvoir sur le long terme, elle cherche juste à assouvir les envies de l'autre. Pour le non dominant et le non soumis, octroie un peu de pouvoir au non dominant le temps d'assouvir ses fantasmes. Dans une relation dominant-soumis, le soumis escompte de vivre ses fantasmes le plus souvent possible, mais sans savoir qu'est-ce qui va se passer
tout en restant dans une espèce de bulle de confort, parce que ce qui va se passer est issu de son imaginaire à lui. Et à côté de ça, le côté psychologique est que la personne soumise a besoin de se sentir très proche de la personne dominante, d'un rapport affectif vraiment fort, parce que la dynamique qui fonctionne dans une relation dominant-soumis est que si le dominant accepte de réaliser les fantasmes de la personne soumise est très proche de la personne dominante, va tout faire pour lui plaire, pour le séduire, pour lui montrer qu'elle s'épanouit et agréer aux demandes du dominant pour qu'il continue à réaliser ses fantasmes à la personne soumise, pour qu'elle puisse continuer à s'épanouir et continuer à démontrer au dominant qu'elle se sent tellement bien qu'elle continue à tout faire pour lui plaire, à être très proche, à se confier et à dire ce qu'elle a sur le cœur pour que la relation puisse continuer. Et c'est un cercle qui fonctionne et qui fonctionnera tant que le rapport de confiance et d'intimité est présent entre les deux partenaires. Dans une relation maître-esclave, c'est exactement l'inverse. La personne qui est dite esclave cherche à sortir de sa zone de confort, à être bousculée dans son quotidien. Et donc, oui, elle a besoin d'avoir la confiance. Oui, elle a besoin que le rapport chaleureux soit présent. Mais justement, pour sortir de sa zone de confort, il y a ce besoin d'être non plus chéri et mis sur un piédestal, mais légèrement dégradé, de recevoir des ordres et d'être mis au pied du mur, d'agir. C'est-à-dire que, comme ce ne sont pas ses fantasmes à la personne esclave qui sont réalisés, ce qui va se passer est un nouveau défi pour elle. Et donc, agir, c'est plaire au maître, mais également relever le défi de ce qu'il a proposé. Et donc, quand on est une personne qui veut rentrer dans une relation déesse, on peut commencer par être non soumis pour bien établir sa zone de confort ou laisser progressivement du pouvoir à l'autre pour préparer une relation qui sera dominant-soumis ou maître-esclave. Mais une personne qui a besoin de chaleur humaine, de se sentir valorisée et mise sur un piédestal, ne pourra probablement jamais passer de l'autre côté de la barrière et devenir une personne dite esclave. Ça ne peut que difficilement marcher. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous expliquer avec cette introduction ? C'est que une relation déesse, c'est accepter de tenir ce rôle sur une durée plus ou moins étendue et d'agir en conséquence. Et donc, si dans une relation non dominant, non soumis, c'est très proche d'une relation kinky, dans une relation dominant-soumis ou maître-esclave, ce rapport de force et le pouvoir qui est donné à l'autre a vocation à se vivre au quotidien et sur la très longue durée. Parce que, une fois que la psychologie de la relation déesse est mise en place, c'est difficile d'en sortir et surtout de la réinstaller après, pour une question de crédibilité de rôle et d'être bien dans son rôle. C'est pour ça qu'on a tous un degré de domination ou un degré de soumission. Et ça, j'en parle dans les prochains podcasts, et c'est justement pour pouvoir en parler que je fais cette introduction. À côté de ça, j'aimerais vous expliquer grossièrement aussi ce qu'est le BDSM, parce que c'est ce qui va occuper la suite des podcasts de cette chaîne. Si on a agréé que dans un couple vanille, il ne se passe rien d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de jeu érotique, pas d'érotisation du quotidien, pas de demande spécifique, pas d'ordre, pas de défi, pas de gage, pas de rôle à tenir. On est soi-même et on agit comme on estime que l'autre aime qu'on agisse, et on essaie de prendre du plaisir sans bousculer le quotidien. Dans une relation kinky, on l'a dit, on érotise le quotidien, on provoque l'autre, on attise son attention, on joue et on tient un rôle. Eh bien, le BDSM, c'est se choisir un rôle qu'on va tenir sur le long terme, donc le rôle de soumis ou le rôle d'esclave,
auquel on peut ajouter une personnalité, mais c'est non plus jouer à Sam le pirate et la princesse qui a été kidnappée, par exemple, mais bien être le soi qu'on aimerait tellement être, mais qu'on n'ose pas dévoiler parce qu'on a peur d'être délaissé, trompé, trahi ou abandonné d'une certaine manière, parce que le couple pourrait se briser. Eh bien justement, la relation déesse sert à retirer cette inquiétude, parce qu'une fois que le pouvoir a été donné, un lien fort est créé entre les deux personnes, et un dominant va vouloir garder son soumis, tout comme un maître va vouloir absolument garder son esclave. Parce que c'est pour pouvoir exister, l'un a besoin de l'autre. Et donc, à partir du moment où les deux tiennent leur rôle et le vivent de manière sincère, la relation ne peut pratiquement plus être brisée, et quoi qu'il se passe entre les deux partenaires, si le dialogue est présent, eh bien le couple ne se brisera pas, parce qu'il n'y a plus aucune raison à avoir un doute sur la fidélité et sur le réel respect de l'autre, parce qu'on n'est plus derrière un masque de la vie de tous les jours, on est le soi réel, sincère, et on se montre tel qu'on est intérieurement. Et donc, une relation BDSM, c'est agréé que tous les jeux qui ont été expliqués et abordés à travers le kinky, eh bien, font partie d'une liste de pratiques qui vont pouvoir être faites et refaites à loisir. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le BDSM ? On retrouve ce que vous avez envie d'y mettre. Ainsi, si on décortique un petit peu l'acronyme BDSM, c'est du bondage, de la domination, de la soumission et du sadomasochisme. On pourrait ajouter également de la discipline et de la sexualité. Alors, on va dégrossir un petit peu tout ça. Le bondage, c'est attacher l'autre pour lui retirer la liberté de mouvement et donc le contraindre à subir ce qui va suivre. On en parlera vraiment longuement du bondage parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Sachez juste ici que c'est un jeu érotique qui nous vient du Japon, essentiellement, et que c'est à la fois un préliminaire, une manière de rendre les jeux beaucoup plus intenses, et que ça permet de jouer avec énormément de choses, entre autres la sexualité, l'humiliation et le sadomasochisme. Mais c'est une pratique, et c'est un jeu qui en vaut largement d'autres. Il est basé sur la confiance. Alors, se laisser attacher, ça peut se faire, et vous l'avez déjà probablement fait à travers l'un ou l'autre des scénarios, parce que simplement attacher les poignets, c'est déjà du bondage. Une paire de menottes, c'est déjà du bondage. Et je vais même aller plus loin. Je vous invite à regarder votre pied. Vous avez certainement une chaussure, et qu'est-ce qu'il y a sur la chaussure ? Un lacet. Si on décortique ce qu'est le bondage très grossièrement, c'est utiliser des liens pour mettre le corps en valeur et le maintenir dans une position définie. Que fait le lacet ? Il maintient la chaussure autour du pied pour le mettre en valeur et empêcher la chaussure de tomber et empêcher les mouvements inopportuns du pied. Voilà, c'est du bondage. Vous avez peut-être un bracelet autour du poignet. C'est le même concept. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Pour mettre le poignet en valeur. Voilà, c'est du bondage. Donc, vous voyez, il y a des termes qui sont dits barbares que vous utilisez déjà au quotidien, pratiquement sans le savoir. Et si vous ne me croyez pas, mesdames, je vous mets au défi. Est-ce que vous avez déjà mis un bikini ? Vous savez, celui qui se noue dans le dos et qui se noue derrière la nuque ? C'est du bondage. Vous utilisez de la corde pour mettre la poitrine en valeur, accessoirement la cacher, et c'est noué. Voilà, c'est du bondage. On y est. Ça peut être plus ou moins serré, ça peut mettre la poitrine plus ou moins en valeur. On est en plein dedans. Le dé représente la discipline. Pourquoi ? Parce que tenir son rôle requiert de la discipline, requiert d'être appliqué et de le vivre intensément.
Également, il y aura la discipline qui va s'installer entre les deux partenaires, que ce soit dans le rapport de force du dominant soumis ou du maître et de l'esclave. L'un des deux va établir certaines règles qui vont permettre de créer le jeu et de provoquer une situation de confort ou d'inconfort. Dans une relation non dominant, non soumis, ce sera très proche du kinky, et donc c'est le non-soumis qui va établir qu'il a fait une faute, qui va provoquer une fessée, et voilà une situation d'inconfort. J'ai brisé une règle, je suis puni, mais j'aime être puni, donc c'est du jeu. Une situation de confort, c'est un cunnilingus, une fellation, que sais-je, des caresses, de la tendresse, voilà. Dans une relation dominant-soumis, le rapport de discipline, c'est par exemple que le dominant va demander à la personne dite soumise de se balader dans une tenue agréable, toujours bien maquillée et souriant. Déroger à cette règle va mériter par exemple une petite fessée érotique. Ça s'appelle de la discipline. Mais le fait d'avoir une règle ou deux va permettre de jouer avec les situations et de provoquer la situation. Dans un rapport maître-esclave, le maître va imposer que des choses soient faites et l'esclave va agir soit pour ne pas être puni, soit justement pour être puni. Ça dépend de s'il est sadomasochiste ou pas. Enfin, masochiste en l'occurrence ou pas. Alors justement, le D et le S, c'est pour Domination Submission, DS. Donc c'est un échange de pouvoir et un rapport de force entre l'un et l'autre. Rapport qui peut être plus ou moins intense, comme je viens de le dire, non dominant, non soumis, dominant, soumis, maître, esclave. SM pour sadomasochisme. Qu'est-ce qu'un sadique? Qu'est-ce qu'un masochiste? Techniquement parlant, le sadique, c'est celui qui agit par plaisir sur autrui. Le masochiste, c'est celui qui aime qu'on agisse sur lui sans avoir le pouvoir d'y mettre un terme. Et au plus c'est intense, au plus ça lui plaît. On a lié ça à des pratiques qui font mal, c'est-à-dire jouer avec la douleur. Mais c'est pas tout à fait vrai. On peut être sadique en caresse, en tendresse, en sexualité, en tout et n'importe quoi en fait. Le sadisme intervient à partir du moment où il y a plus que la normale, ou en tout cas presque plus que ce que l'autre a demandé. Et le masochisme, c'est celui qui aime, qui ait plus que ce qu'il a demandé. Alors pourquoi est-ce qu'on ajoute la notion de douleur au BDSM? Eh bien c'est parce que lorsqu'on ressent un orgasme, on peut l'intensifier, et on peut l'intensifier de différentes manières. C'est-à-dire que si on ne peut plus bouger, ça va intensifier l'orgasme. Voilà pourquoi le bondage fait partie du BDSM. Mais également, si vous avez suivi certains des podcasts, je vous explique que certaines personnes ont du mal à avoir un orgasme et il est conseillé d'utiliser par exemple des pinces ou l'électrostimulation ou des sextoys plus intenses au niveau puissance pour provoquer l'orgasme. Eh bien voilà, l'explication se trouve là. Quand on pince par exemple les tétons, on provoque une montée d'endorphine qui va accentuer la prise de plaisir et l'orgasme. Et donc la notion de douleur intervient pour intensifier ce qui est ressenti au moment de l'action. Sexualité, parce que quand on pratique du BDSM, on peut le faire soit dans un but de jeu, et à ce moment-là, c'est un scénario quelconque qui est établi, un rapport qui n'inclut pas forcément de sexualité, de sadisme ou de masochisme, c'est simplement des demandes, j'ordonne, tu agis, je demande, tu fais, et ça dans le cadre de la vie de tous les jours. Par exemple, un dominant pourrait demander à sa soumise de mettre la table en portant son tutu rose et son petit haut déshabillé. Pourquoi? Parce que ça lui plaît et il estime que ça met sa soumise en valeur. C'est un échange de pouvoir et il n'y a pas de sexualité. De même, un maître pourrait l'ordonner.
Et dans un sens ou dans l'autre, soit le soumis ou l'esclave va agir et en être valorisé ou récompensé, ça dépend dans quel rapport on se trouve, soit il ne va pas le faire et il va être puni ou menacé d'être puni s'il ne le fait pas. Ça dépend de nouveau dans quel rapport on se trouve. Et on pourrait inclure justement la sexualité, soit comme une récompense, une sexualité punitive, ou la continuité de ce qui va se passer. Le BDSM peut également se pratiquer pour la beauté de la chose, donc vivre le rapport de force. On peut pratiquer le bondage simplement pour le fait de se sentir privé de liberté, de mouvement, le temps que quelque chose se prépare, pour la beauté du bondage, pour le fait de pratiquer, pour la sensation des cordes sur la peau, pour le rapport intense qui va se créer entre celui qui attache et celui qui est attaché, pour l'humiliation qui peut y être liée, parce que certaines personnes prennent du plaisir à ce genre de jeu, et à travers justement une sexualité forcée, intense, très intense, ou pas du tout. Et donc, le BDSM, comme je le disais, c'est tout ce que vous avez envie d'y mettre, tous les fantasmes que vous aimeriez réaliser, et vous octroyez le droit à l'un de les faire, et à l'autre de les vivre. Voilà, ça c'est une petite introduction que je voulais vous expliquer rapidement et grossièrement, avant de vous parler des différents, justement, états de domination et de soumission, parce qu'il est important que vous puissiez vous connaître pour que votre partenaire sache comment il doit agir et réagir avec vous pour ne pas se retrouver froissé, frustré, désemparé devant la situation qui pourrait se passer. Il y a énormément de choses à dire sur une relation DS et c'est le prochain podcast que je vais enregistrer et qui suivra directement justement les différents états. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette introduction et je vous dis à très bientôt.